Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Le président américain Joe Biden a annoncé de nouvelles mesures plus drastiques en matière d'immigration pour essayer de reprendre un peu le contrôle de la frontière avec le Mexique. Essentiellement, le décret va empêcher les migrants entrés illégalement sur le territoire américain de bénéficier du droit d'asile quand leur nombre dépasse les 2500 par jour. On en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Salut Alexandre. Est-ce que Joe Biden vire à droite? Il est peut-être pas en train de virer à droite, mais de colmater les brèches sur sa droite pour être certain de ne pas laisser l'initiative à M. Trump, qui depuis quelques semaines ne parlait que de justice ou d'injustice, et je crois sincèrement que ça faisait l'affaire des démocrates. Il y a deux enjeux sur lesquels ils n'ont pas envie beaucoup de débattre, la question de l'immigration et de la frontière très particulièrement, et d'économie ou de perception de ce que l'économie va pas très bien, parce que vous aurez tous les spécialistes d'un côté qui disent l'économie est formidable et les Américains, quand on les sonde, qui disent nous, on le sent pas. Puis en général, les spécialistes, je pense entre autres au Nobel Krugman dans le New York Times, qui à répétition dit il faut croire les tableaux Excel de nos dirigeants qui disent l'inflation est à la baisse, l'économie va bien. Puis c'est probablement vrai, c'est-à-dire que statistiquement, il y a quelque chose qui doit être fondé, même s'il est vrai qu'on peut toujours choisir les chiffres qui font notre affaire, mais ce n'est pas ressenti par la très grande majorité des Américains. Donc, ce sont les deux enjeux fondamentaux sur lesquels M. Trump peut marquer des points. Puis je pense que tactiquement, le choix, puis je peux le comprendre évidemment compte tenu de ces circonstances uniques et particulières à la Cour, le choix de M. Trump, ça a été de marteler qu'il était victime de la justice. Alors, ça a certainement fait, ou ça a eu un petit impact, mais ça a aussi fait son temps. Je crois que ce cycle-là est à peu près digéré. Ceux qui voulaient s'associer à M. Trump, se solidariser autour de lui sur la question du système judiciaire qui aurait été instrumentalisé par l'administration Biden, ça serait donc une politisation du processus. Ceux qui croient à cette théorie et qui sont fidèles, solidaires à M. Trump, il les a tous dans son cas en ce moment. Et il n'a pas dit grand-chose sur les thèmes de prédilection qui ont fait son succès dans le passé. Et c'est là que M. Biden, quand tu posais la question, est-il passé à droite, a décidé, en tout cas, de prendre l'initiative et de le contrer de façon préventive, très probablement. Tu disais tout à l'heure, parce que je rentrerai pas dans les détails, c'est technique, 2500 par jour qui demanderaient le droit d'asile. C'est une moyenne hebdomadaire. Il faudrait qu'on soit entre ça, de cette moyenne de 2500. La frontière à minuit et une a été fermée. Quand on dit qu'elle est fermée, ça veut dire qu'on laisse entrer personne ou qu'on ne donne pas le droit d'asile à ceux qui auraient été interceptés, parce que c'est ce que font en général les migrants illégaux. S'ils sont arrêtés, ils vont dire nous demandons le droit d'asile. Et théoriquement, le processus fait que, bon, alors ils sont bertillonnés, on va prendre leurs empreintes et tout ça, et ils sont relâchés jusqu'à ce qu'on puisse entendre leur demande. Des fois, c'est plusieurs années et on comprend que tout le monde ne revient pas au tribunal ou devant un juge quand on les appelle 2, 3, 4 ans plus tard pour leur dire c'est votre journée au tribunal et vous pouvez plaider votre cause. Mais au-delà de tout ça, il y a tous ceux qui ne sont jamais arrêtés, qui sont statistiquement pas comptés. Les coyotes mexicains qui font passer des illégaux en font passer probablement, puis je dis des coyotes parce que c'est pour l'essentiel aujourd'hui un business très organisé. C'est très rare qu'une famille ou un migrant arrivant du Salvador va choisir seul de tenter de négocier son passage. Il est aidé, c'est un business qui est contrôlé par les narcotrafiquants pour l'essentiel au Mexique et ailleurs en Amérique latine, parce que les grandes familles du crime organisé peuvent aussi, comme les grandes entreprises, à l'occasion de travailler ensemble. C'est un business qui, pour certains, rapporte davantage que le commerce de la drogue. C'est très, très, très payant de faire passer des migrants. Et donc, excuse-moi toute cette longue parenthèse, il y a les chiffres officiels et il y a les chiffres officieux qui sont beaucoup plus difficiles à faire parce qu'on parle de gens qui passent entre les mailles du filet et ils sont nombreux. Donc, Monsieur Biden, si on revient au calcul politique, a décidé hier
En fait, de faire ce que Donald Trump avait fait dans le passé, c'est d'invoquer le pouvoir qu'il aurait, le pouvoir exécutif de la présidence en vertu d'un article de la loi sur l'immigration. Et ce qui est embêtant, disons, pour M. Biden dans ce cas-ci, c'est que les démocrates, comme lui, ont longtemps et souvent, à répétition, démonisé l'ancien président parce qu'il abusait de sa prérogative et que le droit d'asile, on peut le comprendre, particulièrement dans la tradition américaine, qui est une terre d'asile, est sacré. Et qu'à partir du moment où on suspend ce droit qu'ont les gens qui se présentent à la frontière, on viole, je dirais, l'esprit de ce qui a fait les États-Unis. Alors, ça marchait quand on critiquait M. Trump. Aujourd'hui, c'est un peu embêtant de retourner vers ça, d'autant que ça a été validé par la Cour suprême à l'époque. Les adversaires politiques de M. Trump, bien entendu, avaient dit, un instant, là, c'est pas réglo. Et la Cour suprême était arrivée à la conclusion que oui, le président des États-Unis a cette autorité. Parce que politiquement, justement, dans le débat, c'est chez les républicains un enjeu, sinon l'enjeu politique majeur. Et il est important de faire des parallèles. Rappelons-nous au Québec, à l'époque du chemin Roxham, de cette entrée à dose, entendons-nous, par rapport aux États-Unis, homéopathique d'immigrants qui ne passaient pas par les circuits officiels, donc des illégaux, disons, mais qu'on voyait arriver et qu'on contrôlait. Quand je dis homéopathique, quelques dizaines de milliers par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, c'est une dose homéopathique parce que chiffre plus ou moins officiel, entre 3 et 4 millions d'illégaux par année, chiffre officieux, 8 à 10 millions. C'est la population du Québec chaque année qui rentrerait, je le mets au conditionnel, aux États-Unis illégalement. Essayons d'imaginer ce que seraient tes conversations le matin s'il y avait proportionnellement autant de gens, je dis bien pas 10 millions, mais proportionnellement à la population du Québec, autant de gens qui rentraient illégalement. Je fais le pari que nous serions hystériques. Non, mais ça, c'est clair. Beaucoup d'autres. Mais Stéphane, on le sent déjà, même dans le ton aussi, avec François Legault, avec ses ministres qui interpellent sans cesse Ottawa pour être compensés financièrement. La facture est rendue à au-delà d'1 milliard de dollars. Hier, les manchettes, c'était au niveau de l'aide sociale. Le poids de cette aide, en principe, qui devrait être une aide de dernier recours, mais dans le cas des immigrants temporaires, c'est une aide de premier recours. Ces gens-là n'ont pas de permis de travail encore émis d'Ottawa, alors n'ont pas le choix. Alors, la facture est rendue à plus d'1 milliard. Pendant ce temps-là, Ottawa fait la sourde oreille, puis la pression est très, très forte sur les services. À entendre M. Legault, là, l'immigration temporaire, comme ça, c'est multifactoriel. Il y a la crise du logement, il y a la crise sociale. Alors, de la même manière, des gouverneurs démocrates traditionnellement plus sensibles et ouverts à la question de l'immigration, comme le sont les électeurs démocrates, mais aussi souvent loin de la frontière, aujourd'hui commencent à payer le prix politique de cette immigration illégale. Alors, apparemment, je dis apparemment parce qu'il y a quelques contestations, mais on n'est pas loin de la vérité. Dans la ville de New York, une chambre d'hôtel sur 5, puis évidemment, on parle pas du Ritz-Carlton, est occupée par des migrants qui sont temporairement logés aux frais de la ville et de l'État de New York en attendant de trouver des solutions durables. C'est des coûts extraordinairement élevés et pour des villes qui sont financièrement dans les câbles depuis longtemps. C'est vrai de toutes les grandes métropoles. Le problème d'itinérance, avant même qu'il y ait des immigrants, il y en a. Donc, les gouverneurs, les maires de ces villes disent il faut trouver une solution. Mais c'est un gambit, si on jouait aux échecs, je dirais, pour M. Biden, parce qu'il y a une partie de ses électeurs qui vont aussi lui dire un instant, vous êtes en train de jouer dans ce qui est sacré. Il y a des démocrates et particulièrement des démocrates qui représentent ou des États ou des comtés près de la frontière, qui sont très sensibles à l'enjeu. Il y en a de plus en plus ailleurs dans le pays aussi. Mais qu'est-ce que M. Biden va gagner, par exemple, chez les électeurs qui pourraient tenter de voter pour M. Trump? Parce que c'est ça le calcul. On parle beaucoup aux indépendants, ceux qui sont pas alignés, en leur disant on vous entend, on sait que pour vous, la frontière est probablement un enjeu. Vous voyez, on est capable d'être sérieux. Mais il y a évidemment l'impression que c'est un calcul politique qui peut être cynique après des records, disons, peu enviables en décembre dernier,
quand officiellement, je te rappelle ce que je te disais sur la différence entre officieux et officiel quand on fait la comptabilité des illégaux, quand officiellement, en décembre, on enregistrait 10 000 entrées d'illégaux quotidiennement. 10 000 par jour. C'est beaucoup, beaucoup de monde à une messe que peu de gens ont envie de célébrer. Donc, dans ce contexte-là, c'est ce que fait M. Biden. Il faut dire à sa décharge, c'était aussi un calcul politique, que quand on négociait sur l'envoi d'armes en Ukraine ou ailleurs, pour convaincre les récalcitrants, on disait on va aussi adopter dans l'espèce de bill omnibus des dispositions sur la frontière. On va donner à notre police plus de moyens. On peut pas, dans le fond, la logique était, on peut pas faire la guerre à quelque part et donner les moyens à l'Ukraine, par exemple, de faire la guerre, et chez nous, de pas avoir les moyens. Et je fais attention avec le mot, mais ça relève de la sécurité nationale, non pas livrer la guerre aux illégaux, mais faire en sorte que nous soyons plus à même d'endiguer le flux d'immigrants. Et les républicains, à la demande pressante de M. Trump, avaient dit on joue pas là-dedans. Et c'était habile de la part des démocrates qu'ils ont un peu piégé. Et on comprend le calcul cynique, disons-le, de M. Trump, qui veut avoir le monopole du discours et des solutions sur la question de la frontière. Ça a été super payant en 2016. On se rappelle que tout le monde riait de lui sur la question du mur. Et c'était probablement, alors je ne sais pas comment il l'avait senti, mais l'enjeu qui a été d'un point de vue et tactique et stratégique, parce qu'il a commencé très tôt dans sa campagne à utiliser ça, mais c'est devenu sur l'horizon de l'ensemble de la campagne, l'enjeu. Et aujourd'hui, il faut quand même rappeler que M. Obama avait commencé à bâtir des pans de murs avant Donald Trump. C'est pas un monopole républicain. Mais disons, le marketing de M. Trump autour de la question du mur a été, alors on peut ne pas être d'accord, on peut dire que c'est odieux, tout ça va très bien, mais d'un point de vue de résultat net, Trump avait eu raison et il veut encore avoir le monopole parce qu'il n'a pas tort de croire que c'est un enjeu qui préoccupe les Américains. C'est pour ça qu'il avait un peu saboté le plan présenté par les démocrates en disant ça se peut pas qu'on laisse l'initiative d'une solution à nos adversaires politiques. Mais Stéphane, est-ce que ça préoccupe suffisamment les Américains pour être la question de l'urne l'automne prochain? Parce qu'on dit souvent... La question de l'urne, c'est l'économie. On dit souvent, oui, c'est ça, it's the economy stupid, c'est une expression consacrée aux États-Unis, mais est-ce qu'en deuxième, rapidement, ce sera les enjeux d'immigration et de contrôle de la frontière? Pour ta gouverne, puis probablement que tu t'en souviens, mais sinon pour celle de nos plus jeunes auditeurs, téléspectateurs, It's the Economy Stupid, ça avait été employé en 1992 par un conseiller de Bill Clinton, qui était le candidat qui avait aucune chance, pensait-on, de gagner la présidence, parce qu'il faisait face à un président omnipotent, avec un appui, sans précédent. Au sortir de la guerre du Golfe, la première, George Bush, le père, avait 92% d'appui dans les sondages. De mémoire, ça s'est pas souvent vu. Il était populaire sur tous les fronts, jusqu'à ce que l'économie devienne un enjeu, donc dégradation de la situation économique, et qu'il revienne sur une promesse de ne pas hausser les impôts, les taxes, ce qu'il avait promis la première fois qu'il avait été élu, et qu'il n'avait pas scrupuleusement respecté. Et là, je pense que c'est James Carville qui avait dit, si tu comprends pas, George, it's the economy, stupid. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où on verra d'abord ce que va représenter la condamnation et probablement aussi la peine qui sera imposée à M. Trump. Je crois qu'elle est en train d'être digérée parce que je regardais les premiers sondages qui sont sortis post-verdict, puis ne tirons aucune conclusion. Moi, je pense que ça va prendre du temps. C'est de lents dominos. L'aiguille a un peu bougé, mais vraiment marginalement. On parle de fractions de points. Là où c'est le plus important, c'est chez les non-alignés, les indépendants. Ça a bougé un peu plus. Chez les républicains, à peu près pas. Chez les démocrates, on imagine pas davantage. Mais chez ceux qui n'avaient pas d'opinion définitive, ça a un peu bougé et ça favorise M. Biden. Mais c'est pas un tsunami. C'est pas un déplacement des tectoniques qui fait que la campagne électorale aujourd'hui est différente
substantiellement de ce qu'elle était il y a une semaine. Donc, je reviens à l'enjeu dont tu parlais, que tu soulevais, l'économie. Plus on avance, puis ça a été dit souvent qu'il y a une détérioration, qu'on était en phase d'une crise et peut-être d'une récession. On l'a pas vécu à ce jour. Tous les prévisionnistes ont eu tort. Votre humble serviteur aussi, il y a un an, était pas mal convaincu que l'année 2024 serait difficile pour l'économie américaine. Elle est pas facile, mais c'est pas catastrophique. Mais une détérioration, même lente, va défavoriser M. Biden parce que c'est toujours celui qui est aux commandes qui trinque. Et je pense que Trump a intérêt à sortir de son délire de persécution et de commencer à parler de ce qui va résonner auprès des électeurs, parler d'inflation, perception d'inflation, sinon sentiment réel de ce que les gens n'ont pas le pouvoir d'achat qu'il y avait. Ça va marcher. Et dans les circonstances, il a certainement bien fait, Biden, de prendre l'initiative sur l'immigration pour s'acquitter, disons, de cette affaire-là au minimum, et le plus tôt possible, parce que sinon, ça a l'air cynique. Ouais. D'ailleurs, tu parles de Joe Biden. Il est en Europe pour commémorer un événement important. Ben, ce sera le 80e anniversaire du débarquement, le 6 juin 1944. Il est arrivé sur le sol français il y a peu de temps. Le grand écart entre la frontière du Mexique et puis la frontière du monde libre, dirons-nous, à une autre époque, avec un grand absent, l'allié fondamental, qui ne débarquait pas évidemment avec les Canadiens et les Américains le 6 juin 44, mais qui de son côté faisait que l'Allemagne allait succomber, l'URSS à l'époque, la Russie. On n'est pas dans les gradins assis ensemble. Je dirais pas les grands absents, parce qu'on peut comprendre que la France n'est pas trop su comment composer avec ça. Une époque, on pensait pouvoir inviter des Russes, disons pas le président Poutine, parce que de toute façon, on serait forcé de l'arrêter si on respectait ses engagements auprès de la Cour internationale de justice, enfin la Cour pénale internationale. Mais on pensait qu'il y aurait des Russes, il n'y en aura pas. Et ça nous ramène à ce qui est aujourd'hui le nouveau front, parce qu'on fait le parallèle entre M. Poutine, Hitler, la menace qu'il fait peser sur l'Europe, et ce qui se passait il y a plus de 80 ans quand la Pologne a été envahie. Et ça arrive pile poil quand M. Biden, assez discrètement la semaine dernière, a autorisé l'usage des armes américaines livrées à l'Ukraine, mais sur le territoire russe. Alors avec, pour l'instant, des restrictions, mais ça me fait, non pas rire, mais ça me fait sourire parce que à chacune des étapes où il y a eu un crescendo, on a commencé par les sanctions économiques, puis après ça, on a envoyé des armes plus sophistiquées, des tanks de pointe, il y a des F-16 qui sont attendus, il y avait des restrictions parce qu'on disait on peut pas utiliser, par exemple, nos missiles pour attaquer le territoire russe, pour une raison assez simple, c'est une puissance nucléaire. Essayons d'imaginer, c'est pour une raison ou une autre, c'est de la science-fiction, mais les Russes utilisaient un tire-poids pour de Cuba tirer sur la Floride, les Américains l'encaisseraient très mal. Alors on dira, c'est pas du tout la même chose. Les Russes ont envahi l'Ukraine, mais à partir du moment où des armes américaines, une station, mettons, radar russe serait détruite par un missile de croisière américain, je ferais dangereusement gaffe. Alors pour l'instant, on a circonscrit les règles d'usage. On dit c'est autour de la région de Kharkiv, parce que la frontière russe est pas très très loin et que des troupes pourraient rester du côté russe pensant être sanctuarisées. On dit parfait, vous avez le droit, les Ukrainiens, d'utiliser nos armes pour riposter. Mais à chaque fois, depuis 2 ans et demi, qu'on ajoute des jouets, disons, dans le parc à jouets de l'Ukraine, et je fais attention aux mots que j'emploie, qu'on leur donne des moyens, c'est toujours à peu près la solution qui va régler le problème et ça ne marche pas. Alors, est-ce que la prochaine étape, ça pourrait dire, il faudrait être capable aussi, parce que M. Zelensky n'a aucune raison de ne pas vouloir plus de moyens, c'est sa guerre. On peut dire que c'est la nôtre, mais nos intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes. Mais M. Zelensky pourrait très bien dire, est-ce qu'on ne devrait pas utiliser ces armes que vous nous donnez pour attaquer les Russes sur leur base militaire, par exemple, pas nécessairement les populations, mais qui sont plus éloignées de la frontière, qui seraient à bonne distance, parce que de toute façon, ces moyens-là sont utilisés contre nous. Et c'est quoi donc le déroulé des options? Jusqu'à où allons-nous? Je reviendrai pas sur la question du déploiement des militaires occidentaux. M. Macron en a souvent parlé, toi et moi aussi en avons beaucoup parlé. Mais il y a fort à parier qu'une variation sur ce thème va être présentée aux citoyens des pays membres de l'OTAN.
parce que cette disposition, cette souplesse donnée par M. Biden la semaine dernière aux soldats ukrainiens pour utiliser les armes en territoire russe n'est que le plus récent chapitre de ce qu'on peut considérer être un crescendo. Et je suis très curieux de la suite des choses. En fait, quand je dis curieux, un peu inquiet. Je peux comprendre qu'un pays qui se défend va y avoir tous les moyens. On compose ici avec un adversaire qu'on dit irascible, irrationnel, parce que c'est comme ça qu'on définit M. Poutine, et qui dispose de l'arme nucléaire. Alors, que faisons-nous? Il faut se poser la question. Oui, parce que si on franchit ce pas-là, est-ce qu'on se met encore plus un doigt dans un engrenage qui risque de mener peut-être à une escalade? C'est un peu la crainte que plusieurs... Le doigt y est. Oui. Le doigt est dans l'engrenage, je te dirais que la main est rendue. La question, c'est... Et je pense que M. Biden, à ce jour, a été celui qui résistait. Mais ça donne l'impression, parce que la première fois qu'on en a parlé, c'est il y a 10 jours, quand je te disais, le secrétaire d'État Blinken est revenu de Kiev ou de Kiev, selon ce que tu veux choisir comme mot pour désigner la capitale, avec l'intention justement de faire sauter le verrou et de donner cette autorité aux soldats ukrainiens. Le président Biden était réfractaire pour ce qu'on en comprenait. Il s'est rallié à l'idée. Quelle sera la prochaine étape? Et la question est en suspens. On se retrouve dans un prochain épisode, Stéphane? Avec toutes les réponses. Bah, c'est notre promesse. Allez.